Cube Radio. En direct à LCN. C'est la joute des analystes avec Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille. Alors, c'est une nouvelle qui est sortie en fin d'après-midi. Google qui se prépare à exclure les sites d'information canadiens de ses moteurs de recherche dès le mois de décembre. Antoine, c'est un bluff ou pas? Ah ben, on a vu que c'était pas un bluff dans le cas de Meta, là. Ça fait déjà quelques semaines que ça dure. Et moi, je crains qu'on doive s'habituer à d'autres moteurs de recherche pour rechercher nos nouvelles, malheureusement. Emmanuel, C-18, c'était d'abord pour aider les médias canadiens pour qu'ils puissent avoir des redevances. C'est pas finalement en train de plus nuire que d'autres choses? Oui, parce qu'il y a eu une erreur de calcul fondamentale dans la décision du gouvernement. Initialement, tout le monde trouvait que c'était une bonne idée d'emprunter cette voie-là. Mais à partir du moment où c'est devenu très clair que Facebook, Google, etc., de ce monde allaient tenir une ligne très dure et risquaient de se servir du Canada comme exemple, parce que c'est un peu ça la raison pour laquelle ils sont si intransigeants, là. C'est de dire, si on accepte cette forme de législation au Canada, bien là, on met le bras dans le tordeur, puis tout le monde va suivre, là. Je veux dire, chaque État américain, chaque pays européen. Et donc, ils ne veulent pas que le Canada crée un précédent. Et je pense que c'est là qu'il y a une erreur fondamentale dans l'approche du gouvernement, c'est de garder des œillères, de croire que c'était du bluff, et en plus, d'essayer de finir par accoucher d'un projet de loi immensément compliqué à administrer, négocier des ententes avec les uns les autres, soumettre ça à un arbitrage, etc. Mais tout ça, ça finit par donner beaucoup de portes au Google de ce monde pour dire, savez-vous, là, oubliez ça, ciao cowboy. Mais Mario, pourtant, ils l'ont fait avec l'Australie. L'Australie est arrivée, oui, avec une loi générale, ensuite des ententes particulières. Et il faudra toujours retenir dans le cas de l'Australie que c'était en pleine pandémie. Et ces compagnies-là se sont retrouvées accusées de ne pas diffuser l'information à un moment où l'information pouvait être quasiment mortelle. Il y avait un virus. Donc, ils ont reculé et peut-être qu'ils l'ont regretté. Et je pense que ce qu'Emmanuel dit est important. Là, ils se sont dit, OK, là, c'est le Canada qui se présente, il n'y a plus de pandémie. Et là, on va faire une démonstration de force. On va montrer à tous les pays du monde qu'on ne plie pas. Et peut-être qu'il y a 2-3 questions. Peut-être que le Canada n'aurait pas dû faire cavalier seul. Peut-être que le Canada aurait dû entrer dans une démarche avec des pays d'Europe. Là, le Canada est tout seul, sert d'exemple. Et ce qui risque d'arriver, très inquiétant pour l'avenir de l'information, là, pour la disponibilité de l'information pour la population, parce que Google, ça veut dire que même si tu cherches de l'information sur un projet de loi, sur une situation, un sujet où tu pourrais t'informer, tu ne la trouveras plus, de un. Et de deux, là, ça pourrait commencer à devenir assez dommageable pour les médias qu'on prétendait vouloir aider au départ. Là. Et Antoine, de la désinformation aussi, parce que, par exemple, si on tape sur Google « inflation alimentaire », il y a toutes sortes de liens qui nous sont proposés, Journal de Montréal, Radio-Canada, la presse, etc. Alors, advenant le cas où Google met à exécution sa menace, qu'est-ce qui va apparaître lorsqu'on va taper, par exemple, un sujet d'actualité? Écoute, quand on pense que les gens qui plaident que la Terre est plate, là, moi, je croyais jamais là, que dans mon vivant, je vivrais une renaissance de cette idée-là pré-galiléenne, là. Donc, c'est capotant là, de voir que ce qu'on va trouver, c'est juste des trucs qui sont pas vérifiés, de l'information, peut-être dans certains cas, je sais pas, moi, des articles universitaires et tout ça, mais que les médias qui finalement traitent l'information de façon responsable puis avec une certaine déontologie, que ça ne transparaisse pas dans Google. Et Google, c'est devenu le moteur de recherche, évidemment, utilisé à plus de 90 là. Donc, c'est épouvantable. Et ça prouve qu'on est captif d'entreprises privées. Hein? Tu sais, quand les réglementations là, sur les médias au Canada, là, c'était sur les ondes, au sujet des ondes publiques et les ondes. Il fallait demander un permis à l'État. Là, c'est des compagnies privées qui se sont accaparées de tout ça. On les a laissés faire. Et je ne sais pas s'il va falloir se créer je sais pas, moi, des espèces de Google nationaux ou tout ça. Il y a des gens en intelligence artificielle et en informatique qui le disent. Donc, il faut pas que ça finisse là et qu'on abandonne. Il va falloir qu'on trouve d'autres manières. Parlons des bagarres dans les écoles. 3 cette semaine. Mardi, c'est survenu à Saint-Bruno,
aujourd'hui à Longueuil. Hier, ça a été une enseignante qui s'est fait lancer une chaise à Laval. Emmanuel, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'on se garde une gêne parce que, est-ce qu'on en parle plus parce que c'est filmé maintenant, ce qui n'était pas le cas, Julie, quand le monde se battait dans le cours d'école, quand nous, on allait à l'école secondaire. Là. Mais la réalité, c'est que quand une enfant se désorganise et finit par agresser violemment une enseignante, ces phénomènes-là, ils sont récurrents. Et ça, il faut s'en préoccuper. Il y a un manque de ressources dans les écoles pour s'occuper de ces enfants-là, pour leur assurer une certaine stabilité. Et je pense objectivement que quand l'opposition dit que ça prend un plan national contre la violence dans les écoles, ils ont un peu raison. Le dernier plan qui est en place au Québec date de 2012. Snapchat n'existait pas, TikTok n'existait pas, toutes les méthodes d'intimidation n'existaient pas. Regardez ce que la France a fait, là. Maintenant, il y a des sanctions ultra sévères. Dès qu'il y a une bagarre ou un harcèlement, il y a une évaluation judiciaire. On peut confisquer les téléphones des enfants, bannir certains des réseaux sociaux légalement. Puis surtout, il y a un processus de justice réparatrice. C'est important, ça. Parce que dans les écoles, là, faut pas que le jeune intimidateur là, qui s'est fait suspendre 3 jours, quand il retourne à l'école, ce soit la vie de sa victime qui soit rendue complètement impossible. Alors, moi, je pense que c'est urgent qu'il y ait une réflexion là-dessus au Québec. Mario, responsabilité des parents ou du gouvernement? Les deux. En terminant, des deux, oui? Les deux, mais je suis pas particulièrement optimiste. Je trouve que le climat s'est détérioré beaucoup. On dit responsabilité des parents, mais les parents là, qui passent leur soirée à insulter tout le monde sur les réseaux sociaux, on est-tu vraiment optimiste qu'ils vont remettre les enfants dans le droit chemin? Faut être... il y a comme quelque chose qui s'est perdu dans la société. Puis même à l'école, la réforme de l'éducation du PQ, où on a enlevé la notion d'autorité, c'était l'apprenant qui est accompagné par un accompagnateur. C'est bien beau, c'est toujours le pays des licornes, mais moi, je pense encore que dans l'école, si tu veux commencer à avoir des règles qui sont suivies plutôt qu'un code de vie qui est présenté comme dans Passe-Partout, faut que tu sois capable de nommer la question de l'autorité qui existe, là. Bon, restez avec nous. Dans un instant, on va poursuivre la conversation. Question des démarches entreprises par le gouvernement fédéral pour baisser les prix dans nos épiceries. Est-ce que ça fonctionne? À tout de suite. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alexandre, un employé qui a été congédié dans un aéroport en Thaïlande, et cette histoire t'a intéressé? Oui, ça m'a intéressé parce qu'à l'aéroport de Bangkok, semble-t-il qu'un homme ait fait preuve d'une certaine incompétence. Un employé, c'est ce qu'on a expliqué du côté de l'aéroport. Incompétence ou laxisme? Laxisme, incompétence, mauvaise vérification, tout ça pour dire qu'un collègue avait vu une valise suspecte, avait dit, écoute, faut que tu... On a passé ça au rayon X, ça a l'air bizarre, faut que tu ailles la fouiller. L'employé serait pas allé la fouiller, finalement. Il aurait laissé passer ça. Et là, on se retrouve dans le vol qui se rend, là, ce vol de Thai Vietjet Air entre Bangkok et Taipei, donc à Taïwan. Et en plein milieu du vol, là, il y a des intrus à bord qui commencent à se manifester, Mario. Des dizaines et des dizaines d'animaux en liberté qui ont été amenés pour du trafic, on se comprend, illégal d'animaux exotiques dans la valise. Puis comme elle a jamais été fouillée, mais à bord, les animaux ont réussi à sortir par eux-mêmes de la valise puis se mettre à se promener. Puis il y a des vidéos qui ont circulé où on voit là, vraiment des passagers. Oui, c'est quoi, des oiseaux, des reptiles? En tout et partout, on a saisi du côté des autorités de Taïwan 28 tortues, 2 loutres, une marmotte et 2 autres rongeurs non identifiés qui, eux, ont été retrouvés morts. Hey, t'es censé finir avec une souris verte. Une souris verte. Ça aurait été bien, mais non, écoute, une marmotte, imagine, toi qui adore les marmottes. Ça courait dans l'avion. Dans l'avion, 2 loutres qui se promènent dans l'avion en liberté, 28 tortues. Parce qu'une tortue, ça se promène pas si vite, là. T'auras pas le temps de faire l'allée au complet, là. Non, c'est ça. Tu fais moins le saut. C'est spécial, c'est sûr, d'avoir une tortue comme ça en plein vol, mais disons que t'as moins le temps de l'avoir grouillée. D'avoir une marmotte se promenant en dessous des bancs de l'avion, ça devient plus spécial. Je reviens à l'employé qui n'a pas vérifié. Peut-être qu'il était incompétent, peut-être aussi qu'il y avait eu un petit... Ça t'a fait graisser la patte? Ouais, qu'il y avait eu un petit billet en dessous de la table pour dire, regarde cette valise-là, elle vaut cher, fait que voici ta part. Exact. Ça se pourrait, Mario, mais ce qu'on dit, c'est qu'on a revérifié vraiment les caméras de surveillance, puis qu'on voit, il y a un employé qui avait des soupçons, a vu ça au rayon X, puis demande à un autre d'aller fouiller. L'employé ne l'a jamais fait, puis pour l'instant, il est suspendu pendant qu'il y a une enquête qui est menée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du rigolo de l'histoire, parce que là, on a saisi tous ces animaux-là, puis eux vont bien aller. Mais est-ce que ça a été la panique dans l'avion? Ouais, les gens étaient surpris. Ça criait, mettons. C'est sûr que de voir une marmotte, un beau gros siffleux, là, se promenant de tes jambes, puis en dessous des bancs, c'est sûr que tu fais le saut, un tout petit peu, premièrement. Je sais même pas de quoi ça a l'air, une marmotte thaïlandaise. Là. Non, je sais pas non plus, puis je sais pas quel genre de marmotte ils sont allés chercher là, mais semble-t-il, après ça, que la Thaïlande, c'est
une plaque tournante mondiale pour le trafic d'animaux exotiques comme ça, qui pour la plupart vont se rendre au Vietnam ou en Chine, entre autres, pour la médecine traditionnelle. On comprend que les animaux, là, ils seraient passés à la casserole, puis vite, là, pour être capables de produire des éléments pour des pseudo-médicaments. Heureusement, là, toute cette belle tralée d'animaux-là vont pouvoir, vivre heureux presque. Pour la transmission des virus puis tout ça, c'est pas le genre d'affaire un peu inquiétante, là. Non, pas du tout. Je sais pas. C'est peut-être pas des pangolins, Mario, mais ça peut faire peur. Merci, Alexandre. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Baisse des prix à l'épicerie ou stabiliser l'inflation plutôt. Antoine, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Ça fait mal. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Là où ça fait mal. Oui, c'est trop Merci, beau pour Mario. être vrai. C'est quand on entend le ministre François-Philippe Champagne, c'est sûr qu'il semble se donner le crédit pour des rabais qui existent déjà. En même temps, on aime bien avoir des ministres qui essayent de faire quelque chose. Et ce qu'il dit, il dit, ce que je fais, c'est pas parfait. J'aime bien, moi, l'idée de convoquer les patrons et de leur... Je sais qu'on n'a pas de contrôle exact sur eux, mais au moins, de les convoquer, ça peut créer un certain mouvement, là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il en met plus que le client en demande, François-Philippe Champagne. En même temps, il est pris qu'une promesse de Justin Trudeau de faire baisser les prix d'ici l'Action de grâce, puis ça s'en vient. Oui, ça s'en vient bientôt. Mario, tu as posé la question plus tôt dans le cadre de ton émission au ministre Champagne. Pourquoi ne pas abolir les taxes, dans le fond? Oui, mais c'est un peu la vraie affaire. Parce qu'il y a quand même, on l'oublie, mais dans le domaine de l'alimentation, il y a les produits qui sont... Par exemple, si vous achetez 6 croissants, c'est pas taxé. Si vous en achetez un, ça devient taxé. Je sais qu'on était inquiet de la concurrence avec les restaurants. C'est pour ça que cette règle-là avait été implantée. Mais là, il y a des cas extrêmes où avec la réduflation, la réduction des portions, on veut pas augmenter le prix d'un sac, d'un aliment ou d'une boîte, mais on en met moins dans la boîte. Mais il y a certains items, semble-t-il, qui sont passés en dessous du seuil où la TPS est exemptée. Et donc, les citoyens, non seulement t'en as moins dans ta boîte, mais dorénavant, tu payes la TPS dessus parce qu'elle est considérée par la loi de la TPS comme une portion individuelle. Donc, il y a peut-être des choses comme ça. Et là, la taxation, on se comprend que là, le gouvernement peut agir directement. C'est pas une action indirecte en espérant que les compagnies vont changer leur façon de faire. C'est le gouvernement lui-même qui aurait la maîtrise de son action. Mais tu sais, le ministre Champagne, moi, je suis assez peu optimiste sur les résultats de son action, mais il est tellement bon vendeur, tellement sympathique, il a l'air tellement engagé, passionné dans son affaire. Oui. Je l'écoutais ce matin, puis on a le goût d'y croire, là, même si ça n'a pas l'air très réaliste. Emmanuel, on dit vouloir s'inspirer de ce qu'ont fait l'Angleterre, la France notamment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont forcé un gel de prix sur quelques 5000 denrées les plus essentielles. Là. Mais le problème, c'est que écoute, premièrement, tous les experts s'entendent pour dire que pour voir si ça a fonctionné en France, il va falloir attendre plusieurs mois. Là. Mais le problème, c'est que, mettons que tu forces une baisse de prix sur 5000 produits dans une épicerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les épiciers? Ils vont lever le prix sur les autres produits. Là. Ouais. Je veux dire, c'est des vases communicants. Puis il y a quelque chose, c'est que cette obsession avec l'épicerie, là, c'est comme regarder juste une partie du problème. Là. La nourriture, elle est fabriquée quelque part. Elle est distribuée par quelqu'un, elle est transportée par des commerçants. Je veux dire, l'inflation, elle est dans chacune des étapes de cette chaîne-là. Et la réalité, c'est que c'est facile de s'attaquer aux épiciers parce qu'ils sont gros, ils font des profits, c'est des boucs émissaires extraordinaires. Mais ils sont pas là, les vraies solutions. Puis ça, au moins, M. Champagne a l'honnêteté de le reconnaître un petit peu, en disant que je fais d'autres mesures. Mais les autres mesures, c'est ça qui est compliqué. La loi sur la concurrence, des registres de prix pour suivre le prix dans la chaîne d'alimentation, des codes de conduite de tous les acteurs de l'industrie. Ça, c'est structurant. Ça, à terme, ça peut faire une différence. Mais ça ne sera pas réglé d'ici Noël, là. Juste faire adopter la loi, ça risque de prendre 1 an. Là. Après ça, la réglementation. Alors, c'est un chantier qui va prendre des années pour amener de la concurrence. Il n'y en a pas de recette magique. Là. Est-ce qu'on va aller jusqu'à ce qu'on a fait dans les années 70, là, contrôler les prix et les salaires? Moi, je me souviens de Pierre-Éliott Trudeau, là, en 1975. Ouais, gros succès. Gros succès, hein? C'était super. Mais là,
Ça n'a pas tellement bien fonctionné, mais Non. je veux dire, est-ce qu'on va aller jusque-là? Parce qu'il va y avoir tellement de pression sur les gouvernements. Je commence à me poser la question. Harcèlement psychologique, le député libéral Frédéric Beauchemin s'est défendu sur à peu près toutes les tribunes aujourd'hui. Il a dit ceci, Antoine, je ne comprends pas exactement ce qui est caché en dessous de ça, mais clairement, il y a un agenda que je ne comprends pas. Comment tu interprètes ce qu'il a dit? Bien, moi, je trouve ça surprenant qu'il donne des entrevues sur un processus comme celui-là. Lui-même dit que ça aurait dû rester à l'interne, qu'il se défende sur la place publique, qu'il dise même, avant que le processus soit conclu, que selon lui, c'est des plaintes qui sont non fondées et qui vont être rejetées. C'est vraiment surprenant. Là. Bon, je sais que certains semblent dire, ben, il veut montrer qu'il est premier ministrable, donc qui est capable de prendre de la chaleur, comme on dit. Mais en même temps, là, c'est un processus. Il y a une présumée victime, en tout cas, qui se voit comme telle, qui est allée jusqu'à déposer une plainte. Je suis vraiment surpris par la démarche de M. Beauchemin, même si j'aime les politiciens qui donnent des entrevues en toutes circonstances. Je m'étonne de cette chose-là. Et je sais qu'à l'interne aussi, ça crée plusieurs surprises, là, cette façon de faire de M. Beauchemin. Oui, Mario, est-ce que derrière la plainte, il pourrait y avoir un autre motif? C'est possible, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. C'est que c'est une chicane entre militants de la commission jeunesse du Parti libéral qui est devenue un enjeu de relations de travail, de harcèlement en milieu de travail, parce qu'ils sont tous sur la liste de paie, ils sont tous dans les bureaux de comté, ils ont tous un travail. C'est ça qui est bizarre dans ça, vraiment, là. Emmanuel, en quelques secondes. Oui, moi, je pense que aussi, à travers tout ça, il faut parler de Marc Tanguay, là, qui est le chef par intérim, qui a émis une déclaration sibylline et on ne sait toujours pas si M. Beauchemin, dans le caucus, qu'est-ce qui va arriver. À un moment donné, se mettre la tête dans le sable, là, ça ne règle pas des problèmes. Je pense que c'est symptomatique de la crise plus large qui secoue le PLQ. Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Mario Dumont, merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Autrement dit, Cube Radio. Et voilà, c'est vendredi. C'était la dernière de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne longue fin de semaine. 3 jours. On vous retrouve mardi 15h30. Salut. Cet épisode est maintenant disponible en